Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce tout nouvel épisode dans ton canapé et dans cette toute première soirée film. Ici, on va parler de films et de séries qui m'ont marqué, qui sont récents ou moins récents. En fait, je vais juste vous partager des trucs que j'ai aimés et peut-être parfois un peu moins aimés. Ce sera un petit moment entre nous pour discuter autour du cinéma. Aujourd'hui, pour cette première soirée film, j'aimerais vous parler du Labyrinthe de Pan. C'est un film de Guillermo del Toro, un réalisateur mexicain que vous connaissez sans doute. Il fait souvent des films reliés au monde de l'imaginaire, comme La Forme de l'eau ou Pinocchio. C'est aussi lui qui a fait la série Le Cabinet de curiosité de Guillermo del Toro, qui est disponible sur Netflix si ça vous intéresse. Le nom original de notre film d'aujourd'hui est El Labirinto del Fauno, et c'est donc, vous vous en doutez, un film espagnol. Commençons par l'histoire. On est dans les années 50, dans l'Espagne dirigée par Franco. Ophélia, une petite fille de 12 ans pleine d'imagination, se rend avec sa mère enceinte chez son nouveau beau-père. Seulement, son beau-père, le capitaine Vidal, est un militaire haut gradé de l'armée de Franco. Dans sa caserne au milieu de la campagne espagnole, il traque les résistants anti-franquistes. C'est dans cette caserne isolée, entourée de soldats, que Ophélia et sa mère s'installent. Ophélia va alors apercevoir un étrange insecte qu'elle prend aussitôt pour une fée. En la suivant à l'intérieur d'un labyrinthe de pierres, la jeune fille rencontre une créature, un faune, qui l'informe qu'elle est la princesse d'un royaume souterrain et que, pour y retourner, elle doit accomplir 3 quêtes. On suit les aventures d'Ophélia, en même temps que celles des résistants et du capitaine Vidal, dans une escalade de tension, jusqu'au point de non-retour. On est donc sur un film qui mêle drame historique et film fantastique. Les créatures magiques et monstres se mêlent à d'autres monstres beaucoup plus réels cette fois, dans un combat entre les résistants et les soldats. Une des choses les plus importantes dans notre perception d'un film, c'est le contexte dans lequel on le regarde. Personnellement, je n'aurais sans doute jamais regardé ce film de moi-même, l'univers ne me parle pas, et pour plein d'autres raisons, mais après surtout, et vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure des épisodes, mais je suis une grosse flippette. Voilà, j'ai vraiment super peur très facilement devant des films, des séries, des animés, et j'aime pas les films d'horreur, pour cette raison, tout simplement. Donc, j'aurais pas regardé ce film de moi-même. Et en fait, je l'ai vu au collège, en cours d'espagnol, quand j'étais en 3e. Donc mon prof voulait nous montrer un film en espagnol, et il a choisi celui-là. Alors pour ceux qui ont vu le film, vous vous demandez peut-être pourquoi mon prof a choisi de montrer ce film-là à des ados de 14-15 ans. Bah encore aujourd'hui, je sais pas. Alors, avant de commencer le film, le prof nous avait dit que c'est un film qui peut choquer, et que si on veut sortir, on peut. Alors comme d'habitude, nous on s'est dit ouais facile, ça doit pas être si terrible que ça. Et puis, il y a eu cette scène. La scène a lieu peu de temps après le début du film. On est dans la nuit profonde. Seule la lumière de la lune éclaire le groupe de soldats et les 2 paysans qu'ils viennent d'attraper. Un père et son fils. Le père est soupçonné de faire partie de la résistance, alors que son fils tente de le défendre en disant qu'il allait simplement chasser des lapins. Le capitaine Vidal, lassé de répéter à l'homme de se taire, attrape une bouteille, la lui brise sur le front, puis entreprend de lui détruire le visage avec cette même bouteille cassée. Le jeune homme s'effondre, la tête mutilée. Le père, dévasté, traite le capitaine Vidal de meurtrier, mais Vidal le fait taire de 2 balles dans le torse avant d'achever le fils de la même manière. Le tout dans le calme, sans musique, filmé en plan fixe. Quand on parle de choc cinématographique, ce début a vraiment été un choc pour moi, comme tout le reste du film d'ailleurs, et c'est pour ça qu'après 8 ans, sans l'avoir jamais revu, je m'en souviens encore, et j'en parle encore comme un des films qui m'a le plus marqué.
Mais si la simple violence était le seul point marquant, le film ne serait pas si intéressant. Pourtant, il est considéré comme un classique. Alors, intéressons-nous un peu plus à ce qu'il contient. Je vous propose de voir tout ça en mettant différents thèmes en opposition, parce que l'opposition, que ce soit des idées politiques ou de la perception du monde, c'est à mon sens le thème central de ce film. Et la première opposition qu'on va voir ensemble, c'est celle de l'ordre face à l'imaginaire. Le capitaine Vidal, en plus d'être un homme violent et cruel, est horriblement strict. Le monde autour de lui doit se plier à sa volonté, à sa vision. Ça se sent par exemple dans la manière dont il parle de son futur enfant. Alors que personne ne sait quel sera le sexe du nouveau-né, Vidal parle de lui comme son fils. Et quand la mère d'Ophélia fait remarquer qu'ils ne savent pas encore, il la rembarre sèchement. Pour lui, sa femme doit être silencieuse, soumise et délicate. Ça se sent aussi dans la manière dont il se comporte avec elle d'ailleurs. Il veut qu'elle se déplace en fauteuil roulant, alors qu'elle n'en a clairement pas besoin. Il veut qu'elle se repose le plus possible et qu'elle ne participe aucunement à la vie de la caserne. Est-ce que c'est pour avoir un sentiment de contrôle sur elle ou est-ce pour protéger son futur fils dans lequel il place tous ses espoirs ? Peut-être un peu des deux. Parce que oui, on en reparlera plus tard, mais cet enfant semble être une bénédiction pour Vidal. Contrairement à Ophélia, qui ne rentre pas dans les cases du capitaine. À sa vision stricte, carrée et sombre s'oppose la vision du monde merveilleuse et fantastique d'Ophélia. On l'a vu avec l'insecte au tout début, qu'elle considère comme une fée, mais cela se sent aussi dans la lumière et les couleurs du film quand Ophélia est à l'écran. On comprend immédiatement qu'Ophélia rêve de liberté et d'aventure comme n'importe quel enfant de son âge. Mais ce n'est pas un imaginaire lisse, propre aux couleurs chatoyantes. En fait, on est loin de l'imaginaire Disney et des contes gentils. Non, on est dans l'imaginaire de la forêt sombre, des créatures difformes cachées dans la boue et des monstres qui vous mettent à l'épreuve de vos plus grands défauts. C'est du fantastique sale, terreux, visqueux et inquiétant. Un univers fantastique dans lequel on n'a pas forcément envie de se plonger. Mais ce qui est particulier, c'est que le malaise du spectateur, Ophélia, elle le sent pas vraiment. Et c'est un point d'accroche vraiment intéressant. Dès le début, là où nous on voit un gros insecte volant, Ophélia imagine tout de suite qu'il s'agit d'une fée. Ophélia est une enfant qui découvre qu'elle est une princesse et qui vit une formidable aventure en rencontrant diverses créatures magiques. Elle est émerveillée et n'a pas peur de marcher dans la terre, de ramper sous un arbre ou de faire une soupe magique avec des racines et des feuilles. C'est pour ça qu'on a peur pour elle. On s'inquiète de la voir s'enfoncer dans un trou sombre rempli d'insectes. On a peur quand elle rentre dans cette mystérieuse salle de banquet. On se demande ce qu'il va lui arriver quand elle va à la rencontre du faune. On passe notre temps à vouloir lui crier « Non, fais pas ça, va pas là-bas ». Le spectateur se sent impliqué et ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose. Parce que oui, les épreuves auxquelles elle fait face sont dangereuses. Mais en plus, elle est dans un milieu où la violence, la trahison et la terreur règnent. Le film ne se concentre pas que sur Ophélia et sa quête du monde souterrain. On a aussi l'affrontement entre les soldats et les résistants. Ce contexte de guérilla rajoute à l'ambiance inquiétante et oppressante du film. On est enfermé dans ce petit hameau, dans cette caserne, où l'on sait que la situation est tendue et qu'elle ne va faire qu'empirer. Car oui, on assiste à un emballement dans la confrontation entre militaires et résistants. Mais je sais pas si on peut vraiment parler d'escalade de la violence, parce que le film n'est pas dans la surenchère à chaque nouvelle étape du récit. On a plutôt affaire à une diversification de la violence. D'ailleurs pour moi, les scènes les plus terribles ne sont pas vraiment des scènes de guerre. Celle qui est la plus sanglante, c'est en fait la scène d'accouchement de la mère. On entend d'abord la mère hurler de douleur, puis la caméra se déplace lentement jusqu'à sa chambre. On voit littéralement à travers les yeux d'Ophélia, et lorsqu'on rentre dans la pièce, on peut voir une immense flaque de sang. C'est une scène violente et sanglante, et pourtant elle n'a rien à voir avec la guérilla à laquelle on assiste. Donc finalement, on ne peut pas dire que la violence s'aggrave à mesure que le film avance. En revanche, les miliciens, tout comme les résistants, nous montrent tout un panel de sévices que l'on retrouve en période de guerre. Mise à mort, attaque, embuscade, et surtout, la torture. Mais encore une fois, ce ne sont pas forcément les grandes démonstrations de violence qui sont les plus dérangeantes. Je pense que tous ceux qui ont vu le film se souviennent de la blessure à la joue du capitaine Vidal.
Alors qu'elle a été arrêtée pour espionnage pour la résistance, la servante Mercedes s'apprête à être torturée par Vidal. Il veut non seulement lui faire cracher le nom de ses complices et le lieu où il se cache, mais on comprend aussi qu'il cherche à se venger. La nuit précédente, elle avait tenté de s'enfuir et de rejoindre la résistance en emmenant Ophélia avec elle. La tension est à son comble, on a déjà pu voir la cruauté de Vidal sur un précédent prisonnier, mais Mercedes parvient à se libérer et poignarde Vidal à 2 reprises, sans vraiment chercher à le tuer. Et le pire vient juste après. Alors qu'il est affaibli, genou à terre, Mercedes lui met le couteau dans la bouche et le menace si jamais il décide de faire du mal à Ophélia. Avant de partir, elle lui ouvre la joue. La scène est très graphique parce qu'on voit la taillade en direct. Cette scène avec Mercedes continue de poser la question de la violence. Certes, tout au long du film, Mercedes est montrée comme celle ayant le plus de valeurs et d'idéaux. Elle est du côté de la résistance, mais elle refuse d'impliquer Ophélia, sa mère et son petit frère dans le conflit, contrairement à ses alliés. Elle veut surtout protéger les innocents. Pourtant, alors qu'elle a l'occasion de se débarrasser de Vidal et mettre fin au conflit, elle décide plutôt de le blesser gravement et de le faire souffrir. Un choix probablement fait pour protéger Ophélia, qui ne peut pas s'échapper et qui risquait d'être tuée si Vidal était retrouvé mort. Mais quand même, cette blessure à la joue, le fait de défigurer son ennemi, c'est une action forte et violente. Et enfin, les résistants et les soldats se livrent à la même violence lors de l'attaque finale sur le hameau. Les résistants tuent tous les soldats sans hésitation. Dans leur opposition idéologique, les 2 camps se livrent aux mêmes exactions. On l'a dit, le film est rempli d'oppositions. Une opposition majeure est aussi la question de la réalité et du rêve. Le monde que voit Ophélia est-il réel ? Est-ce qu'elle est simplement la seule à le voir ou est-ce qu'il n'existe pas ? Cette question se retrouve tout au long du film jusqu'à la fin. En fait, cette question, elle est même surtout importante à la fin, mais on y reviendra juste après. Est-ce que les aventures que vit Ophélia, les créatures qu'elle voit, les missions qu'elle doit accomplir, sont réelles ? Le film passe son temps à nous donner des indices qui vont dans un sens puis dans l'autre. Les autres peuvent voir la mandragore, mais elle ne bouge pas à leurs yeux, tandis que les fées se cachent pour ne pas être vues. Personne ne semble se rendre compte de la présence du labyrinthe, jusqu'au moment où ils doivent s'y rendre. Ophélia a des marques visibles des épreuves qu'elle traverse, mais à la fin, Vidal ne voit pas le faune, alors qu'il est juste en face de lui. Alors il y a plusieurs interprétations, et chacun pourra y voir ce qu'il veut. On pourrait penser que les adultes ne peuvent pas voir ce monde imaginaire, tout simplement parce qu'ils n'y croient pas. Ou alors, seule la princesse du royaume souterrain, l'élu, peut voir la magie qui l'entoure. Ou peut-être que tout cela se passe dans la tête d'Ophélia. Peut-être qu'elle s'invente une vie d'aventure, comme le font beaucoup d'enfants, afin d'échapper à son quotidien. Ophélia ne se sent pas à sa place, et la promesse de retrouver sa vraie famille, sa vraie place, lui permet de garder espoir, de croire qu'elle peut quitter cette vie qu'elle n'aime pas. Une théorie qui fonctionne quand on pense à la mandragore. Alors qu'elle continue d'accomplir les 3 tâches, elle demande au faune de l'aide pour aider sa mère, dont l'état de santé s'aggrave. Et bien que cela ne fasse pas partie de sa mission, il accepte et lui donne la mandragore. Est-ce un vrai acte de bonté ou une invention d'Ophélia dans son histoire pour avoir l'impression qu'elle peut sauver sa mère ? Est-ce que mettre la mandragore au feu est ce qui déclenche la crise et la mort de sa mère, ou est-ce plutôt sa poussée de colère face aux enfantillages d'Ophélia ? Bon, terminons ce côté rêve ou réalité en parlant de la fin du film. Je l'ai dit brièvement, mais à la fin, Vidal poursuit Ophélia dans le labyrinthe alors qu'elle s'y rend avec son petit frère tout juste né. Le faune lui demande de lui remettre le nourrisson, car le seul moyen d'ouvrir le portail vers le monde souterrain est de verser le sang d'un innocent. Pendant qu'elle discute avec le faune, Vidal arrive derrière elle et ne voit pas le faune. Il voit Ophélia parler à du vide. Ensuite, il arrache son fils des bras d'Ophélia, la vise avec son pistolet et... Après avoir pris le camp et s'être débarrassé de Vidal, les résistants entrent dans le labyrinthe. Mercedes se précipite vers Ophélia qui est en train de se vider de son sang. Quelques gouttes tombent sur le portail, mais rien ne se passe. Et Mercedes commence à chanter.
C'est alors qu'une lumière jaune envahit l'écran, et on retrouve Ophélia dans une grande salle chaleureuse. Son père, le roi du monde souterrain, l'accueille et l'informe qu'elle a réussi l'épreuve. En effet, elle a décidé de verser son propre sang plutôt que celui d'un innocent. La reine a d'ailleurs le même visage que la mère décédée d'Ophélia et elle semble tenir un bébé dans ses bras. Le faune apparaît alors, suivi des 3 fées, qui pourtant s'étaient sacrifiées durant les épreuves d'Ophélia, et pour finir, on entend les applaudissements du peuple heureux de retrouver sa princesse. Une fin heureuse, hein ? Eh bien ce n'est pas la fin. Parce qu'après cette scène, on retourne dans le labyrinthe et on voit Ophélia rendre son dernier souffle, un très faible sourire sur les lèvres. Alors, selon vous, est-ce que Ophélia abandonne sa vie humaine pour retourner au monde souterrain ? L'introduction du film nous informe que la véritable princesse est morte il y a longtemps et que le royaume souterrain attend le retour de son âme, quand bien même elle serait dans un autre corps. Ou alors, est-ce qu'Ophélia meurt simplement et la scène dans le royaume n'est qu'une fantaisie dans sa propre tête ? Un détail qu'il ne faut pas oublier, c'est que Ophélia échoue dans sa dernière quête. Le faune lui demande de sacrifier son petit frère à peine né, ou à minima le blesser, ça c'est pas très clair, parce que c'est le sang d'un innocent qui permet d'ouvrir le portail. Et Ophélia refuse. Finalement, le roi et la reine du royaume souterrain lui annoncent qu'elle a réussi l'épreuve, parce qu'elle a versé son sang à la place de son frère. Mais est-ce que ce n'est pas une invention d'Ophélia qui n'accepte pas d'avoir échoué, qui refuse d'accepter qu'elle va mourir ? D'une certaine manière, cette fin rappelle celle d'Inception. Le spectateur obtient une fin positive. Cobb retrouve ses enfants, Ophélia atteint sa vraie famille dans le monde souterrain. Mais d'un autre côté, la toupie de Cobb nous fait nous questionner sur la réalité de ces retrouvailles. Est-ce que Cobb est encore dans un rêve ? Dans notre histoire, Ophélia pousse son dernier souffle dans les bras de Mercedes. Son corps reste donc dans le monde réel. Est-ce que c'est réellement Ophélia ? Ou une simple enveloppe charnelle dont elle s'est débarrassée pour rentrer chez elle ? Une autre interprétation possible est que tout ce film n'est qu'une histoire qui nous est racontée par le faune. Au début, on entend sa voix en tant que narrateur qui nous raconte l'histoire de la princesse du royaume souterrain. À la fin, après la mort d'Ophélia, la voix du faune revient nous raconter la fin de l'histoire. Il nous explique que la princesse devint reine après son père et qu'elle régna avec bienveillance pendant les siècles qui suivirent. Finalement, peut-être que tout le film, même s'il se passe dans une réalité historique, n'est qu'un conte qui nous est destiné à nous, spectateurs. Et c'est vrai, ce film est une fiction, il ne s'appuie pas sur des faits réels. Le film serait donc une mise en abîme sur le cinéma et la fiction. Encore une autre interprétation, la dernière c'est promis, et cette fois ça s'appuie sur un plan du début du film. Le tout premier plan du film est un plan d'Ophélia mourante dans le labyrinthe, après s'être fait tirer dessus par Vidal et avant l'arrivée de Mercedes. Le plan est rembobiné, comme l'atteste la goutte de sang qui, au lieu de couler de son nez, remonte tout doucement. Cette scène de la mort d'Ophélia, mais inversée et placée au début du film, peut avoir plusieurs significations. Est-ce que c'est une manière de signifier le caractère tragique de l'histoire qu'on s'apprête à voir ? Que quoi qu'elle fasse, Ophélia est condamnée et le spectateur le sait depuis le début ? Ou alors, est-ce que ce plan nous parle d'un cycle ? La princesse, en quittant son royaume souterrain et en mourant sur Terre, ne pourra jamais rentrer chez elle ? La porteuse de son âme est toujours condamnée à mourir sans rejoindre son royaume ? Et tout ça, tout ce dont on vient de parler, c'est que quelques interprétations parmi encore beaucoup d'autres. Ça, c'est une fin qui pose question. J'aurais pu vous parler d'encore tellement de choses sur ce film, par exemple la mort de Vidal et l'accomplissement de sa plus grande peur, celle de ne laisser aucun héritage. On aurait pu aussi parler du faune et de son comportement ambivalent, tantôt amical et tantôt agressif, et de toutes les analyses qu'il y a autour du personnage. J'aurais pu vous parler de l'homme pâle, pas le rappeur, mais sans doute l'un des monstres les plus terrifiants de l'histoire du cinéma. Mais je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à vous rendre sur Instagram pour me partager votre avis sur cet épisode et pour ne pas manquer les prochaines sorties. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu ce film, si vous l'avez aimé, et à me parler de tout ce que vous avez pu comprendre sur ce film, au-delà de toutes les analyses que j'ai pu vous proposer aujourd'hui. Après tout ça, on se retrouve bientôt dans ton canapé, sans vouloir être intrusive, et d'ici là, portez-vous bien.